la séquence suivante dédiée au projet d'innovation. Et pour débuter cette séquence, j'appelle Laurent Augier, directeur général d'Agri Sud-Ouest Innovation. Vous pouvez l'applaudir. Merci Laurent de prendre place. Le micro est sur le pupitre. Nous allons mettre en lumière des projets d'innovation misant sur les filières du Sud-Ouest. Laurent, vous êtes directeur général d'Agri Sud-Ouest depuis 2020, dans le pôle depuis 2012, et puis vous avez occupé différentes fonctions avec notamment une fonction de responsable R&D dans votre précédente vie. Agri Sud-Ouest, c'est le réseau d'innovation du Sud-Ouest, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Le soutien, l'accélération de l'innovation. Vous accompagnez vos adhérents agri-agro dans la construction de projets collaboratifs. En 2023, c'est une quarantaine de projets labellisés, c'est bien ça Laurent? Oui, c'est ça. On accompagne donc nos adhérents qui sont des entreprises du monde agricole agroalimentaire, également des laboratoires de recherche publics, des collectivités, des partenaires aussi, comme des organismes que vous avez cités tout à l'heure. Et effectivement, donc l'objectif, c'est de les accompagner pour accélérer leur stratégie d'innovation et en particulier monter des projets et trouver des voies de financement de ces projets. Donc l'année dernière, oui, c'était une quarantaine de projets qu'on a labellisés et grosso modo, un peu plus de la moitié d'entre eux trouvent un financement. D'accord, ça veut dire, allez, un chiffre en millions d'euros d'investissement, ça représente quoi? L'année dernière, je pense que tous ces projets représentaient entre 50 et 70 millions d'euros de budget global de recherche et d'innovation. Et donc, on a réussi à aider nos adhérents à capter à peu près une trentaine de millions d'euros de subventions publiques pour justement faciliter la mise en œuvre de ces projets d'innovation, parce que ça reste risqué. Voilà. C'est risqué et c'est des projets importants pour engager les entreprises dans les transitions, qu'elles soient sociétales, environnementales, numériques. Dans tous ces grands enjeux, quelle est la place du local ? Alors, comme les intervenantes précédentes l'ont dit, c'est vrai que le local il prend de la place aujourd'hui par rapport en tout cas à de l'innovation. Je voulais juste en profiter d'ailleurs pour dire que l'innovation n'est pas forcément une innovation technologique. Au contraire, on essaye nous de mettre en avant le fait que les premières bribes qui vont ensuite créer la motivation d'innovation. Aujourd'hui, dans notre secteur agricole agroalimentaire, elle est presque plus sociale, organisationnelle, voire marketing. Et ensuite, la technologie vient après. Donc, pour revenir sur la question, effectivement, le local, ça prend de la place. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, des technologies qui ont été citées aussi précédemment, comme le numérique, vont aider effectivement à fournir au consommateur une information sur un produit, par exemple sur la traçabilité de sa filière, sur l'engagement que va prendre la marque sur effectivement le fait que son produit il est bien local, son produit il est bien travaillé de telle et telle manière et voilà la promesse qu'il y a derrière, la valeur de la marque est portée par ces technologies numériques. Alors je prends le numérique, mais il peut y en avoir d'autres. Effectivement, aujourd'hui, on travaille aussi pas mal sur les dimensions environnementales, donc notamment sur tout ce qui est carbone, donc transition environnementale pour essayer d'aller vers de la neutralité carbone. Et là aussi, voilà, les pratiques agricoles doivent être mesurées, validées de manière robuste par aussi des processus indépendants et ensuite vont rentrer dans la chaîne de traçabilité numérique pour revenir quelque part sur une plateforme ou sur une étiquette d'un produit agroalimentaire. La préservation des ressources naturelles est au cœur de cet enjeu environnemental? Oui, nous c'est un sujet fondamental d'ailleurs, parce que, au vrai sens du mot, je pense que la partie de la préservation des ressources naturelles qui sont nécessaires à la production agricole en France et dans tous nos territoires, c'est le premier maillon de la chaîne. Si on n'arrive pas à préserver ces ressources naturelles, tout le reste de la chaîne ne pourra plus se faire. Donc nous, c'est un axe, on a 6 axes stratégiques, c'est le premier. Donc ça veut dire effectivement travailler sur l'adaptation des pratiques agricoles pour essayer de d'avoir moins de besoins en eau, ou en tout cas mieux préserver cette ressource. C'est aussi préserver la fertilité des sols, c'est aussi travailler sur la biodiversité. Voilà, c'est 3 thèmes sur lesquels on œuvre particulièrement. Et bien évidemment, quand je dis on, c'est nos adhérents. Et alors, un axe à combiner à un autre axe qui est le maintien de la compétitivité et peut-être même de l'emploi? Oui, alors ça c'est peut-être le plus dur, c'est qu'aujourd'hui en fait le levier environnemental, tout le monde a envie d'y aller, par contre ça ne paye pas forcément.
On a eu un projet que je peux citer avec Nathaïs, qui est un producteur de popcorn que beaucoup connaissent ici, qui est dans le Gers. Voilà, ça a été un des premiers à avoir une démarche engagée pour essayer de montrer effectivement à son consommateur que dans ce popcorn, donc qui est du maïs, il y a des pratiques agricoles particulières qui permettent notamment de favoriser la séquestration de carbone dans les sols, etc. Et ça, aujourd'hui, ça reste quelque chose où lui, en tant qu'entreprise, va devoir payer plus la contribution particulière des agriculteurs par rapport à ces pratiques qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre, qui demandent un peu plus d'investissement. Et le consommateur, on lui demande effectivement de faire peut-être un geste supplémentaire par rapport à ce prix-là. On sait aussi qu'il y a des dispositifs aujourd'hui de compensation carbone directement pour le monde agricole, avec notamment les labels bas carbone. C'est quelque chose aujourd'hui, qui il y a quelques années avait le vent en poupe, qui aujourd'hui se tasse un peu, parce que ça peut être compliqué effectivement de revendiquer de manière directe à un consommateur que telle pratique va effectivement séquestrer du carbone. L'agriculture, je le rappelle, c'est quand même le seul secteur avec la forêt qui est un puits net de carbone, d'où l'intérêt effectivement de travailler avec le monde agricole pour ces engagements climatiques. Ce projet naturellement au popcorn, effectivement porté par Nathaïs, leader du popcorn situé à Bézeril dans le Gers, vous avez évoqué les différents aspects du projet. Concrètement, est-ce qu'il n'y a pas déjà une première étape avant de parler aux consommateurs, c'est d'être capable d'objectiver le discours et donc d'une certaine façon d'implanter des outils de mesure des progrès effectués, y compris sur l'amont agricole? Oui, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est là-dessus où nous, en tant que pôle, on veut absolument être clair. C'est que la promesse, il faut qu'elle soit vérifiable. Et donc, effectivement, c'est pas juste de dire tiens, on a une pratique, je sais pas, de couvrir les sols ou de ne plus labourer, et donc par la force des choses, on va préserver le carbone dans les sols. Oui, ok, c'est effectivement probable, a priori. Par contre, arriver à le démontrer, c'est autre chose. Et là, effectivement, un projet comme ça, c'est quand même une grosse, lourde batterie scientifique qu'il y a derrière. Il y a des spécialistes, justement, des flux de carbone au niveau de Toulouse dans les laboratoires de recherche qui ont aidé à mettre en place, des modèles qui permettent de dire, effectivement, telle pratique agricole va permettre de séquestrer à terme tant de carbone. Et donc, c'est comme ça qu'on peut objectiver, quantifier la quantité de carbone qui peut être stockée dans ces aliments. Un outil de mesure, effectivement, pour le calcul du stockage de carbone, utile pour ensuite informer le consommateur sur la qualité environnementale. Laurent, prenons un autre exemple de projet soutenu par le pôle. Oui, alors après, j'avais à cœur aussi de dire qu'effectivement, il y a la partie, en tout cas pour la partie locale. On a le végétal, on en a beaucoup parlé, c'est vrai que c'est aujourd'hui beaucoup demandé. Sur la filière animale, je veux le dire aussi parce que c'est vrai que les filières animales, on en a besoin aussi dans nos cycles agricoles. Ça reste quand même une agriculture, en tout cas en France, la filière agricole est quand même plutôt vertueuse. Et le cycle global du carbone, de l'azote, etc., on a besoin quand même à un moment donné de l'élevage. C'est quand même un outil essentiel pour justement des retours au sol, etc. D'autant que les mesures qui nous ont été présentées sont très discutées et avec des chiffres très différents d'une production à l'autre. Absolument. La filière bœuf, selon l'âge à laquelle on envoie un bœuf à l'abattoir, ça change tout. Le mode évidemment d'élevage, les prairies extensives, etc., sont des lieux de stockage de carbone. Donc il faut être très prudent et pas tirer de conclusions hâtives. Complètement. Et du coup, là, on a par exemple aujourd'hui, nous, des projets sur les filières aquacoles qui sont aussi des protéines, je ne veux pas dire nouvelles, mais en tout cas avec des demandes du consommateur pour préserver la ressource naturelle, donc le stock naturel de poissons. Et donc on a de plus en plus de dispositifs donc d'aquaculture, d'aquaponie, alors ou en tout cas de production de poissons, dans lequel on va essayer d'envisager au maximum la diminution de l'impact carbone. Donc par exemple par l'alimentation, aujourd'hui on essaye en tout cas d'éviter une alimentation par justement des produits de pêche issus de la pêche sauvage avec des protéines végétales. Ça marche plus ou moins bien, c'est encore en cours, mais du coup voilà, ça fait partie des sujets en tout cas sur la table pour aussi aller vers les demandes des consommateurs, d'avoir des produits qui restent
restent produits localement, mais aussi qui ont un faible impact environnemental. Et tout ça, c'est quand même aujourd'hui des quadratures du cercle qui ne sont pas forcément toujours faciles, d'autant que l'aspect économique est aussi à boucler dans ces sujets-là. L'alimentation animale est effectivement centrale pour travailler l'empreinte carbone des productions animales. C'est le projet que vous évoquez, le projet Ozon, c'est ça? C'est un projet, avec voilà. Alternative aux ressources marines sauvages. Et je crois qu'on teste également, pour le coup, les insectes. Alors, c'est pas végétal. Oui, c'est pas végétal, effectivement. C'est du coup d'autres protéines. On a eu d'autres projets, effectivement, qui regardaient plutôt les protéines végétales. Là, c'est effectivement avec des protéines d'insectes. Donc, c'est une entreprise, une start-up, Ozon, qui est dans le Gers aussi. J'ai pris que le Gers. Ils vont me dire que tout se passe là-bas. Ouais. Non, mais c'est pour dire, effectivement, que du coup, voilà, c'est pas évident de trouver d'autres alternatives. Et du coup, c'est ce que disait une des intervenantes précédentes. Les qualités protéiques sont différentes. Et donc, les protéines végétales qui avaient été essayées dans d'autres projets pour alimenter les poissons fonctionnent, certes, mais pas de manière suffisamment efficace pour obtenir un bilan économique viable. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs projets qui se tournent vers les protéines d'insectes. Puisque je rappelle, aujourd'hui, réglementairement, c'est vrai que c'est encore une des voies préférentielles des usines, des 3 grosses usines qu'on a en France de protéines d'insectes. Merci, c'est très clair Laurent, on peut l'applaudir pour ces illustrations. Merci. Vous restez avec nous pour la séquence innovation. Vous pouvez par exemple vous mettre à mes côtés pour la séance questions-réponses qui interviendra après les interventions suivantes. J'ai le plaisir pour poursuivre d'appeler Pascal Mouy de l'agence ADOC. Vous pouvez l'applaudir, l'agence ADOC, agence régionale de développement économique. On va parler d'un projet d'ailleurs que Laurent connaît bien, c'est le projet d'émergence. Alors des protéines végétales légumineuses en particulier. Pascal, vous êtes chargé de mission agro-industrie à la direction innovation de l'agence régionale de développement économique. Vous êtes depuis 20 ans dans le monde de l'innovation avec dans votre parcours de fortes notions d'accompagnement des entreprises, de gestion de projets, de connaissances du territoire et puis de sens du collectif. Vous allez le voir dans les projets qui vont être présentés. Le collectif a beaucoup d'importance. Dans le cadre de la direction innovation, vous co-animez la stratégie régionale de l'innovation dans différents domaines stratégiques. Et vous-même, Pascal, c'est le diaporama numéro 2. Vous-même, Pascal, vous effectuez un travail structurant autour des protéines végétales, un projet qui a mené à la création de l'association Philae qui interviendra à votre suite. Alors, Pascal, tout d'abord, quelques mots sur justement cet accompagnement, le point de départ, pendant que le diaporama apparaît à l'écran. Donc de l'agence ADOC, bonjour tout le monde. Effectivement, je travaille à la direction de l'innovation. L'agence ADOC, c'est 180 personnes sur toute la région Occitanie avec plusieurs métiers, de la création au développement, à l'innovation et conquête des marchés export. Donc on va évoquer le projet des protéines végétales qu'on a accompagné avec le pôle Agri-Sud-Ouest dans le cadre de la stratégie régionale de l'innovation. La stratégie régionale de l'innovation, qu'est-ce que c'est ? En fait, l'Europe a demandé à chaque région chaque région de se spécialiser sur certaines thématiques. Donc, c'est la smart spécialisation. Et à l'échelle régionale, dans le cadre de ce programme, donc la SRI, sur la période 2021-2027, il y a 9 domaines de spécialisation. Et tout ce qu'on a pu travailler dans le cadre des protéines végétales, c'est fait autour du domaine de spécialisation intelligente qui est alimentation saine, durable et territorialisée. Donc on rebondit sur tous les sujets qu'on a évoqués précédemment. Effectivement, il y a cette notion de durabilité, de santé et surtout l'échelle territoriale, puisque nous, on travaille pour la région Occitanie. Et on a décidé de soutenir cette thématique puisqu'il faut revenir en 2018 où effectivement on a évoqué le sujet des protéines animales. Les protéines animales et tout ce qui est industrie de la viande, c'est une des parts économiques dans la région Occitanie qui est la plus importante. Donc quand on a commencé à évoquer le sujet des protéines végétales, l'idée, c'était effectivement de ne pas opposer protéines animales, protéines végétales. Et on a pu les accompagner puisqu'il y avait un contexte politique qui était favorable, à savoir le Green Deal à l'échelle européenne, le Pacte vert à l'échelle régionale et aussi tout ce qu'il y avait eu autour des assises de l'alimentation au niveau de l'État. Donc en 2018, on a commencé à travailler avec tous les acteurs qui commençaient à s'emparer de ce sujet protéines végétales dans une logique de transition alimentaire.
donc entre autres avec Terrinovia, Cisali, l'État, la région Occitanie. Et il y a eu un programme d'animation en 2018 autour des RFL, donc les rencontres francophones légumineuses qui avaient lieu à Toulouse. Et on a fait une première journée d'animation, une deuxième autour des enjeux protéines. Et en 2022, fin 2022, il a été évoqué le souhait de faire un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt, sur le sujet des protéines végétales pour susciter, identifier et accompagner des projets d'innovation en Occitanie. Alors, c'est le fruit d'un travail de terrain. Voilà, tout à fait. J'en profite pour évoquer le livre blanc qui a été publié par FILEG. Ce livre blanc, il avait vocation à décrire la démarche qu'il y a eu au niveau territorial et qui a permis la création de FILEG, qui sera évoqué tout à l'heure. Donc ce cycle protéines végétales, effectivement, l'objectif c'était de susciter, identifier et accompagner des projets d'innovation, démarche territoriale, un nouveau sujet, une logique de transition alimentaire et une logique de transition écologique. Mais l'idée c'était de voir dans le cadre de la SRI où était le levier sur l'innovation. Donc l'objectif était de déposer des projets sur ou autour des protéines végétales et de leurs coproduits, on l'a évoqué. Il y a vraiment des pistes d'innovation très fortes autour de la transformation, valorisation et extraction de protéines à la base à partir de coproduits. Et donc c'était soit de la valorisation, transformation innovante durable, soit le développement de chaînes de valeur territoriales performantes, puisqu'effectivement cette notion d'ancrage est stratégique. On peut avoir une entreprise qui développe un projet, on l'a vu pour le pastel, une fois que le marché a été là, la ressource ou en tout cas les acteurs qui avaient produit du pastel avaient abandonné puisqu'ils n'avaient pas réussi à trouver le modèle économique qui allait avec. Donc ce cycle qui était un petit peu une première a permis de rassembler 16 candidats, c'était soit des projets individuels, soit des projets collaboratifs. Il y a 14 projets qui ont été retenus, tous les projets étaient intéressants, mais en tout cas par rapport à l'accompagnement qu'on pouvait faire derrière en partenariat avec le pôle Agri-Sud-Ouest, il y en a 14 qui ont été retenus. L'idée aussi de cette AMI, c'était de faire tout un cycle d'animation pour ancrer le sujet en région avec le recensement des centres de compétences en région, que ça soit sur Toulouse ou sur Montpellier, puisqu'on a encore un petit peu un manque de connaissances et de vision globale à l'échelle Occitanie entre les différentes compétences. Donc on a fait entre autres 2 portes ouvertes de centres techniques, le CTCPA dans le Gers qui est présent ici, on évoque effectivement beaucoup le Gers, et la plateforme IAT Planète à Montpellier qui est aussi intéressante. Et puis aussi sur ces sujets de protéines végétales, sur le CIRAD à Montpellier, ils travaillent beaucoup avec les pays d'Afrique qui ont toujours en alimentation humaine beaucoup consommé tout ce qui était entre autres légumineuses, donc il y a des passerelles intéressantes à faire. Voilà. Et sur ce cycle, on a eu plus de 300 participants en différentes animations, un webinaire, les visites de centres techniques, une journée de clôture. Et l'objectif, c'était un petit peu d'illustrer, avant de passer la parole à Cyrielle, entre autres une entreprise, donc on sort du Gers, là on va dans le Tarn, c'est l'entreprise Aligerma qui avait vraiment comme objectif de faire des légumineuses une solution durable et accessible. Donc elle est emblématique à notre niveau sur l'accompagnement 360 de l'agence, puisqu'elle est d'abord venue nous voir pour un projet d'innovation. Elle avait des problématiques d'implantation, donc c'est notre collègue du Tarn qui l'a accompagnée. Elle est revenue sur son projet d'innovation, puisqu'elle a un process innovant qui permet de garder les qualités organoleptiques, la digestibilité. Oui, c'est ça. Alors, quelques mots sur cette société effectivement créée par l'ancien rugbyman professionnel Gianni Gaillard et qui effectivement a un process de trempage, on va dire, des légumineuses qui, in fine, permet d'avoir des légumineuses plus faciles à cuire en 3 minutes. Tout à fait. Il y a une notion de trempage, de germination. Il a hérité de R&D qui avait été fait dans un autre projet. Donc effectivement, on n'arrive pas là par hasard. Il y a eu dès le début un vrai souci de maillage territorial et de travail directement avec les agriculteurs. Donc là, j'évoque Aligerma, mais il y a un autre projet qui s'appelle Mon Voisin, où on a les mêmes logiques de rapprochement des acteurs de l'amont et de l'aval. Et finalement, le sourcing est sécurisé, contractualisé, identifié pour pouvoir garantir des produits locaux, durables, bio aussi, avec une contractualisation, puisque l'objectif de cette filière aussi, c'est que les agriculteurs puissent s'y retrouver et avoir une juste rémunération. Peut-être qu'il faut que je conclue. Donc 3 choses sur le travail autour de l'émergence d'une filière dans un territoire. Il faut des enjeux pour le territoire, un objectif stratégique,
des objectifs opérationnels, des acteurs motivés, et ça a été nécessaire au début, on va le voir tout à l'heure, un contexte favorable, c'était le cas au niveau politique, et des intérêts pour les professionnels et pour les agriculteurs. Je vous remercie. Merci Pascal, on peut l'applaudir. Vous restez avec nous et on poursuit effectivement. Allez, avec eh bien, finalement l'association FILEG, c'est la suite de votre travail. Et j'appelle Cyrielle Mazaleira, ingénieure développement, animatrice FILEG au sein de Terre Innovia. Vous pouvez l'applaudir. Merci à elle de nous rejoindre. Vous êtes ingénieur développement au sein donc, de l'Institut technique Terre Innovia, l'Institut technique national des huiles et protéines végétales. Vous êtes basé à Baziège, dans le Lauragais, une vingtaine de collaborateurs, une station expérimentale qui permet de faire des essais sur les cultures oléoprotéagineuses, un gros enjeu de transmission des compétences acquises. Vous avez la particularité d'être à l'animation de la filière légumineuse avec l'association FILEG. Alors, quelques mots sur la genèse de ce projet. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc FILEG, à l'origine, vous voyez, 2017, c'est un projet donc, qui a été porté par l'Institut Terre Innovia, Institut des huiles et protéines, en co-construction avec un certain nombre d'autres partenaires des opérateurs économiques de la région et surtout des opérateurs de la recherche. Donc une sociologue de l'alimentation, l'INRAE, l'agence ADOC représentée par Pascal, et l'interprofession au niveau national. S'en est suivi donc 2 phases de co-construction 2018-2022 où en fait on a testé l'intérêt de structurer une filière légumineuse et on a réuni en atelier collectif les opérateurs intéressés pour qu'ils construisent eux-mêmes en fait leur feuille de route. Donc ils ont vraiment donné leurs besoins, leurs actions qu'ils voulaient voir conduire par l'association et leur propre gouvernance, puisque c'est eux qui ont choisi une association. Et donc a vu le jour le 28 février 2022, une association. Aujourd'hui, on a plus de 80 acteurs de l'agrochaîne, tout mode de production confondu, de la transformation, distribution jusqu'à la consommation. Donc nous, on n'oppose pas non plus. Nos débouchés, c'est alimentation animale et alimentation humaine, et donc aussi les membres fondateurs de FILEG. Alors, du coup, la place de l'Occitanie sur quel est l'enjeu déjà territorial? Oui. Donc, pourquoi cette question, en fait, déjà de poser la question aux opérateurs sur l'intérêt de structurer une filière légumineuse? Parce que j'espère que vous le savez, les légumineuses, ce sont des plantes avec un intérêt agroécologique qu'on n'a pas besoin de prouver. Nous, on parle de clé de voûte de la santé unique. Donc, la santé unique, ou One Health in English, c'est le concept porté par la FAO déjà depuis de quelques années, où les légumineuses, en fait, elles sont bonnes pour le sol, l'intégration de l'azote par les nodules de la plante, bonne pour l'animal, puisque intégrées dans les rations des animaux, les légumineuses, elles apportent de la diversité et donc un intérêt nutritionnel. Et elles sont bonnes aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, pour la santé humaine d'un point de vue aussi nutritionnel et diversité. Donc on répond aussi aux demandes, bien sûr, des attentes des consommateurs en termes de protéines végétales et de qualité, surtout attendues par les produits locaux et tracés. Et nous sommes la première région en France à produire, en termes de volume et en termes de surface, des légumineuses. Donc vous avez un peu la répartition ci-dessous. Donc c'est le soja. Essentiellement. Qui est pour la majeure partie la légumineuse la plus produite. Ensuite vient le pois protéagineux, la févrole et les légumes secs, donc pois chiches, lentilles, haricots, c'est un peu plus de 10%. Et avec un développement justement des légumineuses là, les plus minoritaires. Oui, c'est ce que l'on souhaite forcément, c'est ce que l'on pousse. Alors bien sûr en conservant nos filières historiques sur le soja et le pois, mais on souhaite un développement des surfaces de légumes secs en Occitanie. Alors ça c'est le point de départ d'une ambition partagée. Exactement. Donc là, je vous ai mis sur la diapo l'ambition qui est inscrite dans les statuts de l'association, et chacun des mots en fait a été pesé et a été négocié avec tous les opérateurs qui sont aujourd'hui dans l'association. Donc la région dispose en 2030 d'une filière légumineuse à graines territorialisée, structurée, durable, créatrice de valeur ajoutée, répartie équitablement sur tous les acteurs de la filière, de l'amont à l'aval. Donc vous avez sur cette diapo aussi
le trombinoscope en fait, du conseil d'administration qui est à l'image de l'ensemble de la composition de l'association. Notre président est forcément un agriculteur. Aujourd'hui, c'est Édouard Cavalier qui est producteur de pois chiches dans le Gard. Et ils sont répartis en fonction des collèges. Donc on a 3 collèges. Le collège numéro 1 pour la sélection et la production et la collecte. Le collège numéro 2 sur les transformateurs. Et le collège numéro 3, donc tout ce qui concerne la distribution et les représentants des consommateurs. Et j'ai la chance aujourd'hui au CFIA de vous présenter ça, mais d'être aussi avec un certain nombre d'adhérents au salon. Donc tout à l'heure, Thierry Gaborieux qui est ici présentera aussi Calisol. Merci pour la transition coopérative Calisol. Effectivement, on parlera graines et légumineuses de France lors de la table ronde. Et donc cette représentativité, au fond, c'est votre socle pour établir une feuille de route. Exactement. Donc la feuille de route, je vous la présente, elle est sur 5 axes, toujours de l'amont à l'aval. Nous avons des actions sur la production, puisque c'est un enjeu majeur aujourd'hui de la filière, d'avoir de la matière première ensuite pour échelonner le reste de la chaîne. Et pour ça, on mobilise des sélectionneurs, donc vraiment les sélections variétales. On a un projet avec Terrinovia et Licarda pour sélectionner les petites graines de demain qui seront économes et résistantes aux conditions climatiques que l'on subit. Nous faisons des formations auprès des conseillers et techniciens, des réunions bout de champ. Nous avons un document qui répertorie l'ensemble des ressources techniques mises à jour justement pour améliorer les itinéraires techniques des agriculteurs et un certain nombre de groupes de travail également pour tenir à jour en fait, l'adaptation de ces itinéraires techniques face aux ravageurs que nous subissons. Donc ça, c'est pour la partie production. Nous avons 2 débouchés, donc je vous l'ai dit, un alimentation humaine, un alimentation animale, c'est très important. Sur l'alimentation animale, on a choisi de partir en fait sur la valorisation de l'intégration des légumineuses dans les rations des animaux pour prouver que cette autonomie protéique des élevages que l'on cherche a une valeur aussi sur le marché aujourd'hui. Et on a donc 2 débouchés transversaux, un axe économique et un axe promotion-communication. Et donc je vais vous détailler un petit peu plus maintenant les actions que nous faisons. Allez, tout d'abord le groupe de travail restauration collective. Donc sur l'axe alimentation humaine, nous avons un groupe de travail restauration collective donc, qui compose tous les adhérents. En fait, l'association a des groupes de travail qui sont réservés aux adhérents de l'asso, c'est normal. Pour ça, en fait, nous organisons un certain nombre de démonstrations culinaires, par exemple, ou des expérimentations de produits. Et au cours de ces réunions, nous faisons passer tout un tas de messages. Toujours l'histoire et les enjeux de l'asso, l'approche One Health, je vous l'ai expliqué, et les intérêts nutritionnels des légumineuses, qui permet en fait à tous les intervenants d'avoir le même langage vis-à-vis de l'approche de ces légumineuses. Donc vous voyez, vous avez quelques photos qui vous donnent un peu à voir l'ambiance qu'il peut y avoir dans un groupe de travail restauration collective chez Fileg. Prometteuse. Alors, quid de la restauration commerciale ? En restauration commerciale, une des actions phares que nous portons, c'est la semaine des légumineuses. Donc, on a fait ça en 2024 pour la première année et nous reconduit ça, bien sûr, on reconduit ça pour les années futures. Donc, la semaine des légumineuses, en fait, c'est un événement sur lequel on s'appuie sur les restaurateurs commerciaux. On leur demande de nous créer des recettes signatures qu'ils nous mettent à disposition et qu'ils s'engagent bien sûr à réaliser au cours de la semaine qui entoure la journée internationale des légumineuses qui est le 10 février. Retenez bien cette date. Donc là, vous avez les dates justement pour 2025. Ce sera du 10 au 16 février. Et vous retrouverez dans un certain nombre de restaurants toulousains, donc les 5 de 2024 plus 5 supplémentaires. On est en cours de recrutement. Si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et on va dupliquer cet événement sur Montpellier aussi. Et donc le pendant, puisqu'on est toujours en association restauration commerciale, restauration collective, c'est qu'on associe aussi bien sûr des cantines, donc des cantines de Toulouse, des cantines de Montpellier, pour qu'au cours de cette semaine soit distribué un menu spécial légumineuse. Et bien sûr toute la partie communication qui va avec les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de Fileg. Alors, seconde illustration, un projet pour qualifier les légumineuses locales. Oui. Donc, toujours sur l'axe alimentation humaine, nous travaillons avec le CTCPA, qui est aussi d'ailleurs présent sur le CFIA, pour qualifier en effet l'aptitude des légumineuses, donc lentilles et pois chiches locales, à avoir une appertisation qui se retrouve dans les attentes auprès des consommateurs.
Donc c'est le CTCPA qui a conduit cette étude. Vous voyez que pour les lentilles, malheureusement, nous faisons face à un petit défi, c'est-à-dire que les lentilles locales ne représentent pas une attente attendue pour le coup sur la qualité. Donc maintenant, on va s'approcher de d'autres pistes. Est-ce que c'est de la post-récolte justement qu'il faut voir pour... Quand on parle qualité, là, c'est Ouais. qualité organoleptique ou c'est d'autres qualités? C'est la texture, en fait. texture, Elles d'accord. deviennent de la purée, ce qui n'est pas L'attente, acceptable d'accord. voilà, pour Garder le croquant. pour les boîtes de conserve que nous souhaitons. Donc un vrai travail, diffuser. soit sur effectivement les techniques de récolte, peut-être un enjeu de sélection variétale. Non, justement, c'est ce qui Justement a pas. été mis en avant dans Ah, cette d'accord. étude, c'est qu'en fait, je pense que vous le savez, mais la lentille qui est la plus utilisée est une lentille inscrite au catalogue depuis 1960, donc c'est la même lentille pour Donc on tout n'y le touche monde. pas. Il n'y a pas de question de variété là-dessus, c'est justement l'enjeu de travailler avec le CTCPAT, c'est savoir d'où viennent ces particularités de différence de qualité. Un autre projet, celui tourné vers les ingrédients, la création de farine, Oui. farine mixte. Donc la farine, pour valoriser encore plus nos chères légumineuses, donc, nous travaillons avec un minotier à Montpellier qui s'appelle Moulin de Soré et qui a pour ambition de créer un fournil tout simplement pour former ses clients boulangers, pâtissiers et traiteurs, parce que lui, ce qu'il s'est aperçu, c'est que justement, la néophobie dont on parlait tout à l'heure, en fait, avec un nouveau produit, même de farine, si on veut vraiment qu'il soit déployé chez les boulangers, pâtissiers, traiteurs, il faut l'accompagner avec de la formation. Donc nous, on l'accompagne justement pour ce fournil-là et aussi pour trouver d'autres gammes de farine, de mix de farine qui soient acceptées dans les boulangeries, pâtisseries du secteur. Dernier point, Cyrielle, c'est un travail de cartographie à travers l'Observatoire économique. Oui, donc je vous ai mentionné tout à l'heure que dans un des axes transversaux de la feuille de route, nous avions un observatoire économique. Cet observatoire économique se matérialise par 2 publications que nous faisons chaque année. Donc une publication macroéconomique qui donne un peu le point de vue sur le rendement, les volumes, les surfaces des légumineuses, et un point de vue microéconomique où, avec l'analyse des données d'un cabinet comptable, nous allons jusqu'au calcul de la marge brute. Ces données-là sont hyper intéressantes pour l'amont et surtout pour l'aval agricole, l'aval de la filière, parce que ça permet d'expliquer en fait des accidents climatiques ou des accidents de culture, et ça permet surtout de se mettre d'accord sur des négociations de prix. En plus de ces publications, nous venons de terminer une grosse étude sur l'identification des outils de stockage, tri des transformations. Donc en avant-première, la cartographie est en ligne sur le site internet et ça permet de donner à voir l'ensemble des outils qui peuvent utiliser aujourd'hui des légumineuses et de mettre en relation justement en prestation, parce qu'on a un gros enjeu sur le milieu de la filière avec les prestations de tri par exemple des légumineuses. Le mot de la fin, Cyrielle. Alors si j'ai bien un message à faire passer, c'est que nous sommes très en recherche de transformateurs. C'est vraiment l'enjeu principal que nous avons sur la filière, puisque c'est là que se crée la valeur et c'est là que remonte finalement l'incitation à la production des légumineuses sur la région Occitanie. Donc n'hésitez pas à tester ces jolis petits ingrédients et ces pépites avec nous. Le message est passé. Merci Cyrielle, on peut l'applaudir. J'invite Pascal et Laurent à me rejoindre pour la séquence de questions-réponses. Est-ce que vous avez des demandes de précision sur ces interventions? D'autres illustrations peuvent être apportées. On voit des projets effectivement qui doivent aborder tous les enjeux. Laurent le disait, l'innovation n'est pas que technique, elle est aussi servicielle, organisationnelle. Et puis évidemment, in fine, c'est le partage de la valeur qui est le juge de paix. Des questions, des précisions, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres illustrations? Je pense, Laurent, je me tourne vers vous. Le projet Blue Whale, peut-être, pour être évoqué. C'est un autre exemple intéressant. Oui, c'est un exemple un peu similaire à celui de Nathaïs sur le popcorn. Donc Blue Whale est une grosse coopérative du Tarn-et-Garonne, change de département, et qui fait des fruits, voilà, essentiellement des pommes, mais aussi des kiwis, etc. Et là, ils ont un énorme projet effectivement d'une dizaine de millions d'euros pour envisager toute la transition agricole de leur verger. Et c'est vrai que c'est
voilà, un projet ambitieux parce qu'il va essayer de travailler sur l'ensemble des leviers qui permettront d'avoir demain à la fois une production en termes quantitatifs qui soit encore là, avec le changement climatique qu'il va y avoir, mais aussi qualitative, notamment sur des enjeux, par exemple, d'éviter avoir des résidus, enfin sans résidus de pesticides, etc., etc. Et bien évidemment, tout ce qui va avec les fruits, le goût. Donc là, il y a aussi des enjeux de variété. Donc voilà, c'est un projet très, 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 très global dans lequel voilà, il y a, je pense, une bonne quinzaine de partenaires qui travaillent aussi bien sur la recherche que sur des parties applicatives industrielles. Cyrielle, Pascal, sur soit d'autres exemples ou peut-être cet enjeu finalement d'innovation à travers les différents maillons. On voit que ce qui est fait sur l'amont agricole est déterminant pour avoir une valorisation finale. C'était notamment le sens de certaines de vos études. Pascal, je vous vois acquiescer. N'hésitez pas à prendre le micro. On peut prendre effectivement un autre exemple. C'est mon voisin qui est suivi aussi et qui est parti d'agriculteurs avec un outil de transformation. Et il y aura tout le temps des enjeux pour avoir la bonne qualité là-dessus, sur le process, mais qualifié en amont. Voilà. Cyrielle. Alors oui, sur l'innovation en termes de transformation, c'est vraiment tout ce qui est attendu pour valoriser. J'ai vu quelques exemples juste avant d'arriver à la conférence, mais tout ce qui est aussi valorisation des coproduits, puisque ça tient aussi à l'équilibre financier de la filière. Donc nos chères légumineuses sont aussi hyper intéressantes par leur eau de cuisson, par exemple, qui se nomme l'Aquafaba, donc je pense que ça vous parle. C'est aussi, et nous on est très en attente en Occitanie d'avoir des opérateurs, des transformateurs qui utilisent ce genre de coproduits. Exactement, l'équilibre économique passe aussi par la valorisation des coproduits. Merci pour ces interventions, vous pouvez les applaudir à nouveau. On passe à l'avant-dernière séquence avant la table ronde. Nous avons une séquence dédiée à des projets de recherche. Vous avez vu notamment avec l'association Fileg le besoin de qualifier les produits agricoles et alimentaires pour pouvoir mettre en valeur leur qualité finale. Nous allons parler justement de ce projet de recherche destinant à évaluer la qualité avec Cécile Levasseur et Marielle Pages-Homs. Vous pouvez les applaudir, bienvenue. Merci de me rejoindre toutes les deux. On va mettre en place votre diaporama. Le premier, celui de Cécile Levasseur, enseignante chercheuse en sciences agroalimentaires à Purpan, Toulouse. Cécile, vous êtes une spécialiste de la modélisation et des traitements statistiques. Le traitement de données, c'est une discipline que vous enseignez d'ailleurs à l'école d'ingénieurs Purpan. Vous menez des travaux qui visent à développer des outils non destructifs, en l'occurrence la spectroscopie proche infrarouge appliquée aux produits alimentaires. Alors, à vous la parole. Merci Pierre, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc on va prendre la parole à deux. La première partie sur l'infrarouge, la seconde sur l'ozone, avec ma collègue. Alors on a effectivement une spécialisation de spectroscopie dans le laboratoire, notamment autour de la qualité des aliments et des matières premières agricoles. Alors quand on parle de qualité, j'ai ressenti le besoin de recibler un petit peu le terme qualité, puisqu'on peut parler de qualité organoleptique, qualité nutritionnelle, mais également qualité sanitaire. Donc tous ces aspects-là de la qualité, ce sont des aspects que l'on aborde au laboratoire par différents outils. Et justement, ces différentes qualités s'expriment, sont portées par des centaines de molécules complexes. Et notre spécialité, c'est de travailler à la fois sur la molécule, mais également sur un panel de molécules, avec les différents outils que l'on a. On a bien sûr des outils classiques de chromatographie. On a d'ailleurs notre directeur de la recherche qui pourra peut-être compléter au moment des questions. Mais les industriels, nos partenaires, ont besoin vraiment d'un outil rapide et surtout non destructif, donc qui permette de réutiliser la matière après analyse. C'est pour ça qu'il y a une vingtaine d'années, on est parti sur la spectroscopie proche infrarouge. Alors de façon très très rapide et succincte, qu'est-ce que la spectroscopie? Alors déjà, c'est un outil qui est utilisé depuis les années 60-70 dans le monde et qui s'est vraiment développé. Donc c'est un outil maintenant qu'on trouve dans beaucoup d'industries.
D'une façon très, très basique, on travaille sur l'utilisation de photons qui composent la lumière infrarouge pour étudier la matière. Les molécules de la matière vibrent en permanence et nous, on va travailler sur l'augmentation de ces vibrations pour justement récupérer un signal. Alors, la particularité de la spectroscopie proche infrarouge par rapport au moyen infrarouge que vous voyez sûrement le plus dans les laboratoires, c'est le fait que l'on ait besoin d'utiliser la chimiométrie. Donc, c'est une technique d'analyse de données un peu particulière pour extraire les informations et remonter justement à la composition des matrices. Alors, ce qui intéresse le plus ici, ce sont quelques exemples d'applications. Donc, vous voyez, c'est un outil qui peut être utilisé sur énormément de produits alimentaires différents. Et ce qu'on aime bien, c'est le fait qu'on puisse travailler sur matrices solides, sur des pâtes, sur des liquides, donc un petit peu sur tout. Et on peut également le positionner dans l'usine, vous voyez ici, sur une production de beurre ou de viande. Donc on a vraiment tous les étages pour positionner ces outils-là. Alors je vais partir sur quelques exemples avec quelques illustrations de façon très sommaire, hein, je ne rentrerai pas dans les détails. Autour des propriétés nutritionnelles, alors ce qu'on travaille le plus, c'est les teneurs en glucides, en protéines et en lipides, mais également des micronutriments, donc en quantité infime. Vous avez ici l'exemple de travail sur de la gélatine, et à droite, le travail sur plutôt tout ce qui est texture de tomates, par exemple. On peut également travailler sur les propriétés sanitaires, avec plutôt tout ce qui est contaminant, c'est un petit peu plus notre spécialité. On a fait beaucoup d'études sur les mycotoxines, donc dans le maïs, un petit peu dans le blé. Et il y a également des études sur la présence de bactéries dans la viande. Il y a ensuite un dernier pan d'utilisation de cet outil-là, c'est de l'authentification. Donc par exemple, authentification d'espèces de plantes médicinales. Et tout un pan sur les adultérations. Donc les adultérations, c'est quand on va, par exemple pour de l'huile d'olive pure, tricher un petit peu en mettant différentes huiles en plus dans le mélange pour le vendre plus cher alors qu'on utilise des produits de moins bonne qualité. Donc la spectroscopie proche infrarouge est utilisable dans tous ces cas-là. Alors vous voyez, c'est une présentation un petit peu rapide. C'est un pitch. C'est un pitch. On m'a demandé d'être succincte, donc j'aurai plaisir à répondre à vos questions s'il y en a. De façon globale, vous voyez que cet outil-là est quand même adapté à un grand nombre de projets différents. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons beaucoup de partenariats au laboratoire avec d'autres laboratoires, mais également des entreprises. C'est un outil maintenant qui est mature, donc à part quelques applications, on maîtrise vraiment bien tous ces outils de modélisation. Et surtout, ce que je voulais porter à votre attention, c'est le fait que, et j'en ai parlé tout à l'heure, par rapport aux outils de spectroscopie moyenne infrarouge, on a vraiment un avantage sur la présentation et la préparation de l'échantillon qui est extrêmement simple. D'où l'utilisation de plus en plus importante sur le terrain ou au sein même de l'usine. Alors il y a un petit inconvénient, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait qu'il faille quand même, pour développer les modèles, être formé. C'est un peu spécifique, mais voilà, on maîtrise ça et on peut également aider à la formation à ce niveau-là. Un dernier point qui peut très certainement vous intéresser, c'est la miniaturisation, c'est-à-dire qu'on va vers des outils de plus en plus de terrain. Vous voyez ici la taille d'outils qui tiennent dans la main, alors que les outils classiques ont la taille d'un micro-ondes. Donc ça, c'est très très intéressant et c'est un pan qu'on est en train de fouiller justement à Purpan en testant tout ce qui existe sur le marché. Alors, je voulais simplement vous faire part du fait qu'il y a une association des spectroscopistes francophones qui permet de partager et d'échanger autour de ces sujets-là, qui se réunit tous les ans. Donc n'hésitez pas à chercher les coordonnées, c'est vraiment intéressant pour les industriels. Et ensuite, bien entendu, il y a des organisations au niveau international, avec notamment le prochain congrès qui est à Rome et auquel on participe tous les ans.
Je vous remercie pour votre attention. Merci Cécile. En plus des questions que nous pourrons échanger après la présentation de ma collègue, n'hésitez pas, on est dans les rayons, dans les allées. dans les allées. Vous serez là toute la journée si besoin de prolonger les échanges. Merci Cécile. Pierre. On posera les questions à l'issue de l'intervention de Marielle, que j'appelle Marielle Pagès. Vous pouvez l'applaudir. Vous êtes responsable du département agroalimentaire, sciences de l'agroalimentaire à Purpan, Toulouse. Votre sujet, c'est de travailler sur les alternatives aux produits phytosanitaires, en particulier au stade post-récolte. J'en profite pour aller donner quelques données sur le département agroalimentaire, 25 personnes, enseignants, chercheurs, ingénieurs de recherche et le personnel de la plateforme TOST qui intègre la technologie de l'ozone dont vous allez présenter les faits saillants. Alors, vous y arrivez ou il y a un petit souci sur le diaporama? Je vous donne un petit coup de main. C'est parti. Voilà, c'est bon. Vous pouvez mettre lecture et on est parti pour 10 minutes de présentation. Non, c'est en haut. Attendez, je m'en occupe. Je crois que c'est... Magnifique, c'est parti. L'ozone. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marielle Pagès, du coup, enseignante-chercheuse à l'école d'ingénieurs de Purpan. Et école qui a pour particularité de former de nombreux ingénieurs et agro-bachelors, mais qui a également une partie dédiée à la recherche, et ceci notamment au travers de 5 départements, dont celui qui est dédié à l'agroalimentaire et à la nutrition. Alors, je vais faire un focus en particulier sur l'ozone, en tant qu'alternative pour limiter les bioagresseurs. Alors, la particularité de cette molécule, c'est que vous la connaissez certainement déjà. Vous en avez souvent entendu parler au travers de cette fameuse couche à l'ozone qu'il faut préserver, mais également au travers souvent des épisodes de pollution à l'ozone dont on entend parler pendant les fortes chaleurs, même si finalement l'ozone n'est que la résultante des gaz, des pots d'échappement et du rayonnement, mais c'est quand même celui-là qu'on entend. Alors finalement, l'ozone, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une molécule que l'on produit à partir de dioxygène et qui va se retransformer de façon naturelle en dioxygène. Et vous ne le savez peut-être pas, mais 80 à 85% de l'eau bue par les Français ont subi au moins une phase d'ozonation. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise l'ozone, notamment pour désinfecter l'eau que nous buvons ensuite? Eh bien parce que l'ozone a un pouvoir oxydant très élevé qui le rend très efficace contre de nombreux micro-organismes, donc les bactéries, les champignons, les virus. Et vous pouvez le voir ici par exemple, tout le monde connaît bien le pouvoir désinfectant du chlore. Et clairement ici, l'ozone a un pouvoir supérieur à celui du chlore. Donc on voit là de suite l'intérêt de cette molécule. Alors l'ozone, finalement, va soit s'attaquer à une matrice organique, donc une bactérie, un champignon, ou alors se redécomposer en dioxygène de façon naturelle et autonome. C'est la raison pour laquelle on estime que c'est une molécule qui est peu rémanente, peu traçante, et c'est ce qui va vraiment nous intéresser par rapport à d'autres molécules qui sont assez efficaces, mais qui pour autant vont être traçantes et donc que l'on va ensuite pouvoir retrouver dans les eaux, dans l'environnement. Et par exemple, à titre d'exemple, vous voyez ici que lorsque nous avons de l'ozone dissous dans l'eau, à température ambiante, son temps de demi-vie est de 20 minutes, ce qui est très court. Alors, à Purpan, on va utiliser cette molécule à des fins très agricoles et ou agroalimentaires. On va pouvoir l'utiliser dans la protection des cultures, pour décontaminer des matières premières agricoles, au cours de procédés agroalimentaires et, in fine, pour la conservation des aliments. Et on en a fait du coup une spécialité.
Et pour ce faire, on est une équipe d'enseignants-chercheurs, d'ingénieurs de recherche et d'assistants de recherche, avec également la chance d'avoir vraiment une plateforme dédiée qui s'appelle TOST. Donc je ferai un petit clin d'œil à son créateur, du coup Frédéric Violo. TOST pour Technique oxydative pour l'agriculture et l'agroalimentaire sur Toulouse. Qui a donc pour particularité, comme vous pouvez le voir, d'avoir 3 chambres de stockage. Donc ce sont des vraies chambres de stockage, hein, les mêmes que celles que vous pourriez retrouver par exemple dans des stations fruitières de conservation des pommes, à la différence près qu'elles sont un petit peu plus petites. On travaille autour de la tonne de pommes et non pas autour de 400 tonnes de pommes, mais c'est quand même au-delà du petit pilote de laboratoire, avec la particularité de pouvoir tout contrôler, à la fois les teneurs en dioxygène, mais également en CO2, et évidemment en additionnant de l'ozone. Vous voyez qu'ensuite nous avons des chambres de culture et enfin une salle d'ozonation, donc vraiment dédiée avec des pilotes qui sont des étapes juste préliminaires à ensuite un scale-up vers l'industrialisation. Et puis, au-delà de ce laboratoire toulousain, nous avons également un container laboratoire, c'est-à-dire dans lequel nous avons tout réaménagé. Donc, c'est une version miniaturisée du laboratoire toulousain et qui est donc en capacité de se déplacer. Et dans le cadre d'un projet donc multipartenarial qui s'appelait Atmosphère, eh bien, ce conteneur est parti jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, on peut aller assez loin avec lui. Il a son permis de navigabilité et ça nous permet du coup de pouvoir aller au plus proche de vos besoins aussi. Et ça, c'est très intéressant pour mener les recherches et passer vers des étapes supérieures. Alors, juste à titre d'exemple, et de la même façon que l'a présenté tout à l'heure Cécile Levasseur, je vais vous donner quelques petits éléments pour voir quelles sont les compétences allouées à l'ozone. Alors, comme vous le savez, et nous l'avons particulièrement travaillé au laboratoire, la pomme, qui est pour l'Occitanie et pour la France un fruit clé, est aujourd'hui face à de nombreux pathogènes, et notamment des champignons. Vous pouvez en voir ici quelques-uns. Et du coup, on a essayé de voir si l'ozone était en capacité de limiter au moins les spores de ces champignons-là. Alors au départ, on est parti sur des systèmes très simples, avec ici un pilote de laboratoire dans lequel nous avons tout simplement mis des solutions de ces spores de champignons et on a fait buller de l'ozone. Clairement, c'est efficace. Vous voyez à gauche en haut le témoin, les spores se développent, plus on augmente la dose d'ozone et plus on a une efficacité. Et si on regarde 28 jours plus tard, les spores ne sont pas en mesure de se développer. Donc on a un effet définitif, létal. Nous avons essayé ce même traitement sur un grand nombre de spores et clairement nous avions toujours les mêmes effets très probants. Donc nous sommes allés à une étape supérieure, à savoir cette fois passer sur les phases de conservation. Alors juste, vous le savez probablement, la pomme, après avoir été récoltée, va passer jusqu'à 9 mois en chambre de stockage. Et du coup, nous avons tenté d'additionner de l'ozone dans ces phases-là. Donc pour ce faire, nous avons repris nos 3 chambres de stockage. La première n'a pas subi d'ozonation, les suivantes ont subi 2 phases d'ozonation sur différentes saisons et sur différentes pommes. Et ce qu'il a été clairement vu, quelle que soit la saison, quelle que soit la campagne, pardon, c'est que nous avions un effet probant de l'addition d'ozone et sur plusieurs champignons comme Phytophthora ou encore l'Egléosporiose. Et ceci a été vérifié d'un point de vue macro, c'est-à-dire à l'échelle de la pomme. Clairement, on voyait moins de maladies. Et d'un point de vue micro, biologique, c'est-à-dire en faisant des comptages, des dénombrements. Autre typologie d'essai, ça va être ici le fait d'éliminer des produits phytosanitaires sur des matrices. Là, en l'occurrence, c'était des semences, avec la particularité, vous le voyez, d'une décoloration, certes, mais aussi et surtout d'une limitation de la présence des produits phytosanitaires initialement sur la matrice. Et enfin, dernière typologie d'exemple, l'ozone a également un effet contre les mycotoxines, ce qui peut avoir un vrai intérêt avec l'actualité à ce sujet. Donc l'application d'ozone ici, en particulier sur la donne, a permis clairement de limiter la présence de cette mycotoxine. Ainsi, pour conclure, on peut dire que l'ozone est une alternative d'intérêt aux fongicides classiques et conventionnels.
que nous avons pu le mettre en évidence face à de nombreux pathogènes dans différentes filières. Et pour par exemple faire écho au projet évoqué tout à l'heure par Laurent Augier, nous sommes l'un des partenaires du projet Blue Whale autour de la pomme qui était évoquée tout à l'heure. Donc clairement, les filières ont recours à ce type de technologie. On a un effet également sur les mycotoxines, et ceci grâce à une plateforme qui a pour but vraiment de faire le lien entre académique et industriel et terrain. C'est la raison pour laquelle on se veut être dans une étape de scale-up, de passage de l'étape laboratoire à ce qui pourrait vous intéresser et aller vers une réalité industrielle ou agricole. Merci à vous, vous pouvez l'applaudir pour ce pitch. Elle a tenu le timing, c'est un défi relevé. Je vous invite, Cécile, à nous rejoindre pour la séance de questions-réponses. Y a-t-il des prolongements, des questions sur cette séquence innovation, projet de recherche? Oui, madame, on peut. Alors, vous amène un micro, merci de vous présenter. Bonjour. On vous entend. Oui, d'accord. Bonjour, merci. Audrey Ciotti, Arteris Innovation. Concernant l'ozone, qu'en est-il de la législation concernant l'utilisation de l'ozone Ah oui, donc c'est une très bonne remarque. Donc effectivement, l'ozone donc est autorisé dans certains pays depuis un certain nombre d'années. Par exemple, si on prend les États-Unis depuis 2001, donc ça c'est acquis et résolu. À l'échelle européenne, l'ozone a été reconnu assez récemment, notamment pour les applications, alors sur certaines applications et notamment sur le traitement d'eau, le traitement de piscine, le traitement de contenants comme étant biocide. Donc ça s'est passé en 2023. Et aujourd'hui, il existe 4 saisines rendues par l'ANSES, notamment sur des applications particulières blé et traitement de salade, donc 4e gamme, qui sont donc autorisées. Donc l'ozone est autorisé dans ce cadre-là. Ensuite, avec donc Frédéric Violo, on œuvre beaucoup sur cet aspect réglementaire. Aujourd'hui, on peut dire que ça bouge, parce qu'on a été reçu par plusieurs instances décisionnaires, voire gouvernementales. Donc on est en bonne voie. Mais oui, encore, il y a un vide juridique que l'on se doit de combler. Et peut-être parce que on n'est pas aussi visible que le traitement d'eau, ça a moins avancé, et on a donc besoin de montrer ce que ça peut permettre de faire, ce que ça peut finalement faciliter dans des mondes comme l'agriculture ou l'agroalimentaire, et d'avoir des soutiens de la part de certains industriels, ce qu'on commence à avoir, donc ce qui est un vrai plus, pour justement montrer qu'il y a un besoin. Et que ce besoin, il n'est pas anecdotique, il est global, et ça commence à bouger. Donc on continue à œuvrer, et on est en lien, j'ai envie de dire, assez direct quand même, tous les deux, sur ce sujet-là. Oui, et avec une technologie opérationnelle, on peut le souligner, un cadre réglementaire clarifié sur certaines filières. Je pense en Bretagne au moulin Paulic, qui utilise et qui a investi dans des systèmes d'ozonisation. Et le principal intérêt de la technologie est la diminution des taux de mycotoxines, ce qui lui permet en fait de mettre en valeur cet argument qualitatif. Et pour faire le lien avec la matinée, au fond, ces technologies, elles vont de pair avec une stratégie de valorisation, soit d'une origine, soit d'une qualité premium, locale, voilà, en tout cas qui va se différencier. C'est tout l'intérêt de l'ozonation. Une autre question sur l'aspect peut-être opérationnel de la spectro-infrarouge, dire que là, pour le coup, et vous l'avez souligné, mais on peut en dire quelques mots, c'est une technologie qu'on peut retrouver au cœur des ateliers de fabrication, qui est accessible, y compris financièrement. On trouve des solutions at-line et online, ça veut dire qui vont évidemment être en ligne et donc sans couper le flux de production, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et en plus, il y a la possibilité de coupler différents appareils sur différents sites et de les synchroniser pour qu'une entreprise puisse avoir, par exemple, un spectro par silo, si on prend l'exemple des céréales. Donc oui, c'est vraiment une technologie mature avec beaucoup d'options qui sont disponibles.
La clé, on l'a compris, on a des spectres, pardon, je schématise, hein, mais il faut pouvoir, pour évaluer la composition, par exemple, eh bien, la confronter à des bases de données. Et c'est là notamment où vous avez toute votre expertise, c'est aider les entreprises à constituer ces bases de données pour que la technologie soit efficiente. Oui, c'est tout à fait cela. Et pour construire ces bases de données, on fait justement appel aux autres outils du laboratoire qui sont des technologies qui sont des outils de chimie humide, donc de la chromatographie, des appareils d'analyse plus classiques, pour mettre justement en corrélation les spectres avec les informations et construire ces modèles-là. Et donc oui, notre expertise est également basée là-dessus, sur le choix du spectromètre, le conseil au choix du spectromètre et la constitution de la base de données et du modèle. Précieuse expertise. Merci Cécile et Marielle, on peut les Merci, applaudir.